primordial sky, the wretched warlock reached into the dark embrace. His fist closed around the serpent's eye. Strange and eternal. Salut à tous, salut à toutes, on est Hétérotopie, je suis Vivien, je suis avec Sébastien, on est en direct du Forum des Images et on va vous parler du dernier film de Panos Cosmatos qui s'appelle Mandy, un film avec Nicolas Cage. Ça raconte l'histoire d'un bûcheron, Red Miller, dont la femme a été sauvagement assassinée par une secte de gourous illuminés. Ça va être en gros la vengeance de ce Red Miller sur cette secte. Pour dire, c'est très simplement. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Moi, de manière générale, j'ai trouvé... déjà, j'ai bien aimé. J'ai passé un bon moment. J'ai trouvé que c'était assez surprenant. Ça a tranché dans la rédaction Hétérotopie. Hein. Il y a vraiment un clivage assez net entre le pôle Anthony et nous. Alors le nomme directement. Ouais, je pense qu'il faut nommer les gens qui posent problème. Ce que j'ai bien aimé, en fait, c'est la voie dans laquelle s'engage le film, qui prend complètement à rebours le postulat de départ. C'est-à-dire que ça part de quelque chose de très sombre, de très sérieux et de très oppressant. Et l'esthétique est tout entière là-dedans, avec des plans longs, des plans séquences, d'une lumière extrêmement travaillée, un style très prononcé. Et puis, à un moment donné, il y a un mouvement de bascule qui fait que ce style-là, au lieu d'être le support de quelque chose de très sérieux, va au contraire devenir le support de la comédie. Et il va y avoir des vrais moments jouissifs et même très drôles sur cette esthétique qui, a priori, se prêtait pas du tout à ce jeu-là. C'est ça que j'ai bien aimé. Je suis assez d'accord avec toi. C'est un film qu'on peut... C'est rare de pouvoir découper un film véritablement en deux. Un film, on peut dire, il y a une première partie, une deuxième partie. Là, il y a vraiment un chapitrage déjà, donc qui nous aide, qui nous guide dans l'évolution du film. Et il y a ce moment de bascule après l'assassinat de la femme de Red Miller, donc qui voit brûler devant elle. Il y a ce moment de bascule où le film va verser complètement et entièrement dans le grotesque. Avant ça, on était entièrement dans quelque chose de plus tragique, comment dire. On versait allègrement dans la tragédie, quand on allait vers la tragédie à fond, il avait poussé tous les curseurs à fond sur la tragédie, et la tragédie va complètement basculer dans le grotesque. Et ce grotesque, il arrive à tenir parce qu'il y a le maintien de cette esthétique tout du long du film. Et puis surtout, c'est que c'est pas non plus un grotesque qui se limite au seul second degré. La deuxième partie n'est pas que du second degré, on va tourner en dérision des meurtres en exagérant le côté gore, etc. C'est-à-dire qu'on a quand même implicitement le souvenir de la tragédie qui s'est déroulée, le souvenir qu'il y a eu le meurtre de la femme de Red Miller. Et donc la comédie qui va se jouer a néanmoins un fond de sérieux relativement à la tragédie à laquelle on a assisté. C'est pas non plus du cynisme ou du nihilisme pur. C'est assez bizarre par rapport au premier film de Cosmatos qui s'appelle Beyond the Black Rainbow, qui date de 2010, qui racontait l'histoire d'une jeune fille qui est maintenue captive dans une clinique par un mec qui s'appelle Barry Nile, qui est psychologue ou psychanalyste, enfin on ne sait pas trop quelle est sa spécialité là-dedans, mais en tout cas c'est une clinique New Age qui est censée transformer les gens par le développement de leur capacité mentale, leur capacité inconsciente, quoi. Et cette jeune fille est maintenue captive, et c'est un film extrêmement sombre du début à la fin. Il n'y a absolument aucun basculement humoristique. On retrouve la même esthétique, il y a une cohérence esthétique sur les deux films qui est très très nette, mais le film est tragique d'un bout à l'autre. À aucun moment il ne verse vers quelque chose de plus léger. C'est très très sombre, mais toutefois je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement cohérent dans ces deux films, c'est-à-dire qu'il explore la même thématique, c'est celle, même les mêmes deux thématiques. La première thématique, c'est celle de la spiritualité New Age, donc cette spiritualité qui s'est développée dans les années 60, 70, 80, qui voit l'émergence à partir des mouvements hippies, à partir des mouvements un peu révolutionnaires anticapitalistes et tout, une volonté de réenchanter le monde, mais qui a versé dans des mouvements très sectaires, dans des mouvements qui se sont extrêmement radicalisés et qui ont abouti au massacre de la secte Moon, au raélisme, ce genre de choses-là. Charles Manson, Charles Manson, par exemple.
donc à des versants extrêmement violents. Et la deuxième thématique, c'est la thématique du pouvoir. C'est comment des gens ont bâti leur pouvoir sur ces thématiques-là, sur l'exploitation de ces faiblesses cognitives, de cette envie d'enchanter le monde, quoi. Et donc, dans le premier, dans Beyond the Black Rainbow, c'est un mec justement complètement dans le New Age qui a fondé cette clinique pour emmener les gens vers la transcendance, et donc il a fondé un pouvoir assez terrifiant là-dessus. Et là, on a un gourou qui maintient autour de lui par un système oppressif total 7-8 personnes qui sont sous son joug, qui sont fanatiquement amoureuses de lui. Donc là, il y a ce que tu décris dans ton article. Allez lire l'article de Sébastien sur le site Hétérotopie. La différence entre amour et fanatisme, quoi. Et donc il y a cette bande de fanatiques qui sont autour de lui et qui versent complètement dans l'adulation, l'adoration d'un personnage hyper égocentrique, quoi. Que j'avais trouvé intéressant aussi, c'était la continuité entre les deux personnages que sont Mandy et Red Miller. C'est-à-dire qu'il y a une scène qui est frappante, justement c'est le point de bascule du film, c'est la scène où Mandy s'est fait capturer par les gourous et en gros le chef du groupe va se présenter à elle dans un délire mystique, je suis le nouveau Jésus et je vais extrêmement narcissique. Extrêmement narcissique, et ça va être le délire de j'ai trouvé mon âme sœur. Et le style vient surenchérir ce moment avec des effets de lumière, des déréalisations. Enfin, c'est un festival de déchaînement, quoi. Et là-dessus, Mandy va exploser de rire. Elle va hurler de rire. C'est un rire très libérateur. C'est un rire très libérateur. Elle va se foutre de la gueule de ce personnage qui est complètement grotesque. Elle va afficher le fait que c'est un personnage grotesque, narcissique, etc. Et donc évidemment, ça va déclencher la fureur du gars. Ça va aboutir après au meurtre. À son assassinat pur et simple. Mais ça fait subir c'est là que le film va basculer et qu'on va passer dans la comédie. Et c'est justement là que c'est intéressant, c'est que la comédie, elle va commencer avec la vengeance de Red Miller. Et c'est comme si en fait Red Miller prenait la suite du rire de Mandy. C'est comme si il avait entendu le rire de Mandy et qu'il allait poursuivre l'œuvre destructrice de ce rire sur la secte de gourous. C'est-à-dire qu'il va incarner l'ironie, il va se faire l'œuvre vivante de l'ironie destructrice qui va détruire le grotesque, la pure vanité, l'édifice monstrueux qui repose sur rien. Et c'est cette continuité-là que je trouve assez intéressante dans le film. Et je pense que ce que tu dis prouve bien que Mandy est un grand film sur l'amour. Sur l'amour, parce qu'il y a cette véritable continuité entre les deux personnages quand le film commence vraiment sur cette espèce d'osmose qu'il y a entre les deux, sur leur complicité, sur le fait qu'ils partagent énormément de choses et qu'ils vivent un véritable amour. Et ce véritable amour est complètement opposé au fanatisme qui lui n'est pas du tout un amour. Il y a cet amour religieux complètement perverti qui ne relève pas de l'amour, et Cosmatos fait vraiment bien cette différence et nous invite à faire cette différence entre ce qui relève d'un amour, d'un partage, d'une complicité, d'une vie ensemble, à un amour qui serait complètement vertical, qui serait juste de l'adoration. Et c'est quelque chose d'extrêmement important dans le film et qui structure totalement le film. Moi je trouve que cette attaque sur le fanatisme, je la trouve très pertinente dans l'époque dans laquelle on vit, avec ces schémas de radicalisation qui sont un peu partout, et l'instrumentalisation de la spiritualité qu'on rencontre à la fois dans les pays très catholiques, dans les pays très musulmans. Il y a une instrumentalisation des croyances, et je trouve que le film est très pertinent à ce niveau-là, parce que il nous propose pas un chemin pour aller à l'encontre de ça, mais il nous propose quand même une réaction un peu orgueilleuse, une réaction de rejet très très frontal. Et bien justement, moi je trouve que c'est justement une des limites que je trouve au film, c'est que je trouve pas au contraire que son propos aille au-delà de son récit. C'est-à-dire qu'il va attaquer très frontalement le fanatisme de ses personnages et l'esprit de sérieux dans lequel ils s'engouffrent et tout ça. Mais en même temps, moi j'ai pas ressenti d'attaque vraiment explicitement dirigée vers un esprit du temps. Enfin, j'ai pas senti de propos politique en fait au film. Mais moi je le ressens au moment où on voit ce plan de Nicolas Cage qui s'enfuit avec l'église qui brûle derrière lui. On voit clairement cette croix derrière. Pour moi, il y a vraiment une volonté de broyer, de détruire ces fausses croyances ou l'instrumentalisation de ces croyances, quoi. C'est
c'est laisser ça derrière soi, brûler ses fausses croyances et se débarrasser de ceux qui les instrumentalisent. Je pense qu'on peut s'arrêter là. On vous a fait un beau panel dessus. C'est un film qui nous a plutôt plu. Si Anthony avait été là, vous auriez eu le point de vue inverse. Mais nous, on va plutôt vous le conseiller. Voilà. On vous dit Partagez, likez. Partagez, likez. On vous dit à une prochaine vidéo. Ciao.